Bonjour François Perret. Bonjour. Vous êtes président de la Mission laïque française. Pouvez-vous tout d'abord dire ce que la Mission laïque française représente dans le paysage de l'enseignement français de l'étranger? La Mission laïque française, c'est une vieille dame. C'est une association loi de 1901, reconnue d'utilité publique, qui est née en 1902, c'est-à-dire justement au lendemain de la loi sur les associations et à la veille de la loi de séparation des églises et de l'État. Aujourd'hui, la raison d'être de l'association Mission laïque française, MLF, c'est d'abord et prioritairement la diffusion et la valorisation de la langue et de la culture française par l'école. À la différence, par exemple, de l'Alliance française, qui a à peu près le même objet que nous, d'ailleurs qui a été fondée par les mêmes personnes que la Mission laïque française, mais qui n'a pas le même moyen. Nous, c'est à travers l'école. Alors, pour vous donner quelques chiffres simples, aujourd'hui, la Mission laïque française, ce sont 110 établissements répartis dans 38 pays, scolarisant de la maternelle à la terminale plus de 60 000 élèves. Et pour aller à l'essentiel, il y a 3 types d'établissements, certains qui sont notre propriété, la propriété de l'association, ce sont des établissements dits en pleine responsabilité. Une deuxième catégorie très importante, ce sont des établissements partenaires de la Mission laïque française, qui sont des établissements privés et qui passent convention avec la Mission laïque française pour tout ce qui relève de l'ingénierie pédagogique. Et puis troisième catégorie très intéressante, ce sont les écoles d'entreprise qui ont vocation à accompagner les grandes entreprises françaises qui s'installent à l'étranger et qui n'ont pas à proximité de lycées français. Alors chaque année, la Mission laïque française rassemble autour d'une question contemporaine liée à l'éducation les personnels d'encadrement des établissements qui composent son réseau traditionnel. Jean-Christophe Debert, vous êtes directeur général de la MLF. Quel est l'objectif d'un tel rassemblement? Eh bien, ce rassemblement est d'abord un rassemblement de culture commune, puisque ce sont des personnels qui sont par nature dispersés un peu partout dans le monde, dans tous ces pays qui viennent d'être évoqués. Des établissements qui sont parfois inscrits dans un réseau scolaire, souvent assez seuls, éloignés de leur base française. Et donc l'objectif de ces réunions annuelles, c'est de créer, d'entretenir une culture commune autour de l'école, du questionnement que ces établissements ont à affronter dans leur situation particulière et d'examiner au fond leurs besoins propres comme des établissements qui ont quand même une spécificité, c'est qu'ils accueillent tous des élèves, des jeunes majoritairement nationaux, dans des contextes culturels, sociaux, avec une diversité de confessions et d'appartenances qui obligent à se pencher sur cette diversité, et puis enfin qui ont une obligation de résultat en matière de réussite scolaire qui est d'autant plus marquée que c'est un enseignement payant et que les parents sont assez pressants sur les effets de l'enseignement que nous dispensons. Alors, les choses ont un peu évolué depuis quelques années puisque progressivement la Mission laïque s'est penchée sur des sujets qui sont davantage d'intérêt général dans l'école, qu'elle soit en France ou à l'extérieur. C'est ainsi qu'on a travaillé 2 années de suite sur le numérique éducatif, c'est-à-dire ses effets dans la pédagogie, et qu'ainsi nous nous sommes rapprochés des opérateurs français de l'éducation comme Canopé, l'ESEN et d'autres. L'année dernière, un congrès à New York a réuni, le sujet était plus politique d'une certaine façon, a réuni la Mission laïque et ses partenaires aux Nations Unies sur la question de l'attractivité du programme français dans le monde. Et cette année, nous avons été conduits, non pas par les événements, mais par la nature profonde de notre action, à nous interroger sur cette pédagogie laïque qui nous occupe ces jours-ci. Alors justement, ce sujet, une pédagogie laïque pour un monde interculturel, il y a même une raison ou des raisons pour lesquelles vous avez choisi ce thème. La première raison d'évidence, c'est la fidélité à l'inspiration première qui a conduit notre fondateur
a créé la mission laïque française, le terme lui-même le dit, mais c'est évidemment aussi pour montrer à quel point cette idée d'une pédagogie laïque, au fond, est toujours, et de plus en plus, si je puis dire, d'actualité, et c'est pour montrer ce que notre expérience d'une laïcité ou d'un enseignement laïque plongé en effet dans des univers extraordinairement divers, dans des pays où non seulement le mot laïcité est ignoré ou intraduisible, mais où théoriquement la laïcité serait même perçue comme quelque chose de l'ordre du péché, si je puis employer ce terme voilà. Et c'est ça qui nous a intéressés, c'est-à-dire comment, dans ces contextes si divers, dans cette diversité de cultures qui enveloppe nos établissements, comment nous conduisons, si vous voulez, une éducation laïque, quel message nous continuons de porter, à quelles éventuelles difficultés nous sommes confrontés, mais également, et ça a été très important, c'est le choix qui consiste à montrer, on l'a vu au cours de ces 2 premiers jours, à quel point l'idée de laïcité, même si elle est intraduisible, en réalité, elle n'est pas si étrangère à beaucoup de cultures, à beaucoup de pays que nous fréquentons et dans lesquels nous sommes accueillis. Ça a été un aspect aussi du travail qui a été conduit ici, notamment le premier jour, avec de remarquables interventions sur l'Afrique subsaharienne francophone et sur le Proche et le Moyen-Orient. Alors, faire société dans l'école, je l'ai un petit peu entendu de la part des conférenciers, lorsque celle-ci est multiculturelle, peut apparaître comme une logique paradoxale. Comment faire percevoir la richesse de la laïcité ? Pour résumer la chose, à l'étranger, il est peu de pays où la laïcité s'affiche frontalement. En réalité, comme François Perret vient de l'expliquer, nous sommes tout à fait conscients que ceux qui fréquentent, les familles qui fréquentent l'école française à l'étranger, sont particulièrement sensibles aux effets de cette pédagogie dont nous savons que les racines laïques, historiquement, ont déterminé des contenus, une organisation qui marie à la fois une forme démocratique scolaire qui est originale, avec ses formes de représentativité des différentes parties de la communauté scolaire, leurs réunions dans des instances qui elles-mêmes illustrent au fond la pratique d'un débat autour de l'accueil des enfants et de leur réussite, et qu'on ne retrouve pas obligatoirement dans un autre modèle. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que, à l'évidence, nous sommes dans des établissements qu'il faut toujours concevoir, et c'est ce qui explique l'effort que nous faisons sur le sujet, ces établissements comme des outils de coopération entre une société d'accueil qui a son histoire, sa ou ses cultures, ses déterminants, et le signal français que portent les établissements qui transmettent notre programme. Nous ne sommes plus à l'époque où tout cela s'affirmait, comme si nous étions les plus forts. Ça, c'est une page de l'histoire qui est totalement révolue. Il y a au contraire un travail considérable à faire dans le respect mutuel pour rendre possible l'accueil d'enfants et d'adolescents autour d'une forme scolaire et de contenu qui fasse évoluer le programme scolaire français lui-même, qui même l'aménage dans certaines circonstances, sans le sacrifier en quelque partie que ce soit sur son essentiel, de telle sorte que le trajet soit possible. Car ne l'oublions pas, la responsabilité de ces établissements, je le répète, accueillant majoritairement des nationaux, c'est quand ces enfants entrent à 4 ans. Ils vont aller pour la plupart d'entre eux jusqu'au baccalauréat. Nous ne sommes pas chez nous, ils appartiennent à leur famille, ils appartiennent à une famille, une culture, d'esprit, d'appartenance, et pourtant ils nous font confiance ils vont passer 15 ans de leur vie avec nous. C'est une responsabilité considérable. Et de ce point de vue, c'est à la fois
les garder dans leur territoire d'appartenance, les ouvrir au monde au travers de la langue et de la culture française qui soit au fond un truchement, une langue et une culture de passage et d'apprentissage divers. J'en citerai un seul exemple qui est un peu exotique encore en France. C'est que nous concevons la langue française comme le pivot d'apprentissage, y compris d'autres langues. La langue nationale, d'autres langues étrangères. Et la langue française est évidemment aussi à penser comme une langue forte, articulée, mais aussi une langue modeste, égale, accueillante à tous ces contenus que nous proposons aux jeunes. Pour avoir dirigé un lycée français à l'étranger, je sais combien ces établissements sont appréciés pour les effets de la pédagogie de la citoyenneté qui s'y développe. Faut-il et comment éviter qu'elle soit prosélyte de la laïcité ? D'abord, la laïcité, ce n'est pas une religion. Je crois qu'il faut le rappeler, ça a été bien rappelé ces jours-ci. La laïcité, c'est par définition, notamment, l'absence de tout prosélytisme en matière confessionnelle. Ce que je veux dire à cet égard, c'est que beaucoup de familles étrangères qui nous fréquentent disent assez clairement pourquoi elles viennent chez nous. Et j'ai été frappé par, au fond, même si elles n'ont pas lu les programmes dans le détail, par ce qu'elles retiennent d'une éducation française. Par exemple, tout le climat intellectuel qui, historiquement et traditionnellement, imprègne l'enseignement français. L'amour de la raison, l'esprit critique, le doute fécond, le goût du débat, la pratique de l'argumentation. J'ai souvent entendu dire, moi je me souviens en particulier d'une rencontre avec des parents espagnols, des familles nous dire mais au fond c'est ça qu'on vient chercher chez vous prioritairement parce que nous savons que sans cet apprentissage laïque de la liberté, il n'y a pas de citoyenneté possible, où que ce soit. On ne peut pas être citoyen espagnol, ni citoyen français, parce qu'on scolarise aussi des Français, ni citoyen du monde. Et là, je suis assez frappé de voir que, en dépit, comment dirais-je, de toutes les évolutions que connaît notre enseignement, ce substrat-là, qui est profondément un substrat laïque, il est largement perçu encore. Et dans une conférence remarquable tenue ce matin par Jean-Paul Delahaye sur ce sujet, il nous rappelait que historiquement, la laïcité à l'éducation, elle est entrée d'abord par les programmes, par les contenus. Et il faisait référence à cette si belle lettre et si connue de Jules Ferry aux instituteurs en pointant au fond le passage qui fait référence aux qualités particulières que je viens d'évoquer. Mais la laïcité, c'est d'abord une pratique, c'est d'abord une méthode. Cela suppose une mise en activité, en effet, des élèves, et pas simplement dans le champ des apprentissages théoriques, mais évidemment dans tout le champ éducatif au sens large, celui qu'on appelle traditionnellement de la vie scolaire. Et je rappelle que la vie scolaire est une pratique et une idée typiquement française, justement, mais que nous exportons et à quoi nous attachons un prix évidemment particulier compte tenu de toute notre histoire. Alors vous l'avez dit d'une certaine façon, la pratique laïque de la pédagogie est une pédagogie du faire. Ça ne peut être que ça. C'est la classe, c'est l'action, c'est le mode de transmission. Alors, soyons modestes aussi, tout n'est pas parfait. Et je pense que ce congrès a permis d'évoquer avec beaucoup d'honnêteté ce qui, dans la mise en œuvre de cette pratique laïque, cette pratique scolaire laïque, enracinée dans une histoire, des programmes, etc., pêche par exemple le fait que très certainement, et ça vient d'être évoqué autour de toute cette habileté au débat, à l'articulation intellectuelle, etc., tout ça exige par exemple un haut degré de formation et de culture des enseignants. Et c'est probablement la question la plus importante qui se pose à nous pour une raison très simple, c'est que nous savons bien déjà en France que la question de la formation va redevenir centrale, vu les ambitions
que les pouvoirs publics assignent à l'école dans les circonstances actuelles. À l'étranger, la question est d'autant plus centrale que nous faisons reposer la transmission en direction de ces élèves sur un nombre important de personnels recrutés localement, des personnels nationaux, qui sont de bonne volonté, qui sont tout à fait déterminés, à assumer leur mission, mais qui viennent d'une autre culture, d'un système de formation national. Et donc il y a tout un passage, toute une transformation, une réflexion sur eux-mêmes, sur leur propre histoire et sur leur propre formation, qui désormais doit être envisagée avec des moyens beaucoup plus sophistiqués que ceux que l'on a eus jusqu'ici, pour une raison très simple. C'est d'abord que nous tenons non pas uniquement à ce qu'on appelle la qualité de l'école, bien sûr, ça va de soi. Nous tenons à tous ces principes moraux, philosophiques, qui font cette pédagogie laïque et qui doivent marquer la différence par rapport à tout autre. Or, aujourd'hui, l'école est transformée profondément parce qu'elle est traversée de façon aiguë par le marché, par une dérégulation qui au fond interroge, inquiète, mais qui doit nous inquiéter positivement pour trouver ce cap. Or, in fine, si on ne devait retenir que ça, une formation, c'est une relation entre des élèves qui sont chez nous extraordinairement et hautement motivés et des professeurs qui soient collectivement, organisés, préparés, non seulement à la transmission et à la réussite, mais à cette ouverture philosophique, morale qui permette de ne jamais buter sur une question et d'être toujours en harmonie avec cette curiosité de jeunes qui sont de plus en plus influencés par des réseaux de connaissances multiples. Vos partenariats menés avec de nombreuses académies en France participent-elles justement de cette démarche de formation des enseignants que vous devez mettre en œuvre ? Oui, elle y participe, mais c'est une ambition plus large. La mission laïque, depuis plusieurs années, donc, vous l'évoquiez, a mis en œuvre un certain nombre de partenariats avec 5 académies, que je cite, qui sont Paris, Poitiers, Reims, Dijon, et nous sommes ici à Deauville, Caen, Normandie, puisque aujourd'hui c'est Caen et Rouen. Pourquoi avons-nous fait cela ? D'abord, pour une raison assez simple. Les établissements français à l'étranger, les nôtres comme ceux de l'AEFE, sont dispersés dans le monde, souvent isolés, et nous avons senti depuis longtemps la nécessité d'instituer ou de favoriser, si vous voulez, des partenariats entre les établissements sur des projets extrêmement concrets, des partenariats entre les équipes pédagogiques, mais aussi parfois des mobilités d'élèves, des échanges d'élèves, de manière à tout simplement, si vous voulez, sortir de leur isolement un certain nombre d'établissements, mais aussi de manière à montrer, notamment à notre ministère de l'Éducation nationale, qui est celui qui pilote sur le plan pédagogique l'enseignement français à l'étranger, de manière à lui montrer que l'enseignement français à l'étranger, c'est l'enseignement français. Bon. Et nous avons vraiment souhaité depuis plusieurs années nous rapprocher l'enseignement français à l'étranger, celui de la MLF en tout cas, de sa source française. Et je dois dire, c'est une initiative qui a été prise avant que je sois président par Jean-Christophe Debert comme directeur général. Je dois dire que les résultats que nous pouvons constater, par exemple à l'occasion d'un congrès comme celui-ci, sont assez remarquables. Et si vous avez participé à quelques ateliers, par exemple aujourd'hui, vous voyez de façon extrêmement précise et extrêmement pratique les projets qui sont conduits en relation entre des établissements. Par exemple, tout à l'heure j'entendais ça, de l'Académie de Dijon et certains de nos établissements. Mais vous avez raison, il y a aussi derrière ces partenariats une ambition, si vous voulez, de formation, d'acculturation, notamment des professeurs recrutés locaux à l'enseignement français, à la culture française. Et là, c'est moins un partenariat avec les académies au sens propre qu'un partenariat avec des universités et particulièrement avec des SP, puisque nous avons sollicité la collaboration de plusieurs SP
sur des modèles d'ailleurs assez divers, hein, mais pour participer à la formation de recrutés locaux, débouchant de plus en plus sur une diplomation, prenant la forme de l'attribution au terme d'un parcours de formation d'un diplôme d'université. Voilà. On est sur ce chemin-là et je peux dire très modestement que les initiatives que nous avons prises ont pu faire prendre conscience de façon plus large, hein, de la nécessité absolue, de la priorité absolue de cette question de la formation pour l'ensemble de l'enseignement français à l'étranger, et les pouvoirs publics aujourd'hui souhaitent amplifier ce mouvement que nous avons, il faut bien le dire, été les premiers à lancer sous cette forme-là. Merci beaucoup François Perret, merci beaucoup Jean-Christophe. Merci à vous. Merci à vous.